Bon, mais salut tout le monde. Alors, le podcast, le trio économique est en route. On sait où ça va commencer à peu près. On ne sait pas où ça va finir. On ne sait pas quand non plus ça va finir, mais peu importe, on s'en fout un peu. Vous savez comment ça marche. Patreon disponible 4 semaines à l'avance. Ensuite, encore Patreon pour les abonnés du premier niveau 2 semaines à l'avance. Et finalement, quand on le rend public sur YouTube et sur Spotify en même temps, pour ceux qui veulent l'audio et le vidéo. On vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, évidemment. On a fait des playlists pour vous pour trouver facilement les podcasts du Trio économique parce qu'on se rend compte que vous les écoutez vraiment avec beaucoup de délai quand même. Donc, on sort le podcast un mardi, mais samedi, il va y avoir beaucoup d'écoutes le dimanche aussi. Donc, abonnez-vous aux playlists si vous voulez ne rien manquer. Puis, évidemment, abonnez-vous à la petite cloche sur YouTube. Oui, c'est ça. Moi, un peu. Est-ce que tu serais prêt à consommer chaque jour pendant plusieurs heures, genre 2 à 3 heures, des trucs qui te répugnent, que tu détestes, simplement dans le but de pouvoir te servir de ce que tu vas entendre pour faire du militantisme contre quelqu'un d'autre? Parce que là, ce que tu disais, c'est j'accepterais d'avoir un montant d'argent pour me fermer la gueule pour toujours puis donner mon opinion sur quelque chose. Mais là, ça, après, ça implique que ta vie est libre, là. Tu fais ce que tu veux puis tu as la Christie de paix, là. Mais Ben, la on ne parle pas réponse, de c'est la même oui. chose. Non, la réponse, c'est oui. Je serais prêt à faire ça parce qu'on a une théorie en économie qui s'appelle Compensating Differentials. Pourquoi il faut qu'à toute chose étant égale par ailleurs, il faut que tu payes un éboueur davantage que quelqu'un avec le même set de talents? Parce que la partie déplaisante du travail mérite un salaire plus élevé pour attirer les gens. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des salaires qui ne s'égalisent pas entre secteurs, parce que des fois, pour faire des jobs déplaisants, il faut que tu payes très cher une personne. Ben, ce que ça veut dire, c'est que si tu es capable, si tu es prêt à payer la différence compensatoire pour un travail déplaisant, ben, quelqu'un va la faire. Donc, la question, c'est quoi la différence compensatoire? C'est quoi qu'une personne est prête à payer au maximum pour passer toutes ses journées à faire du fact-check dans les médias, puis d'essayer de faire des gotcha où est-ce que tu écoutes des gens que tu n'aimes pas, faire une job qui te déplaît. Si tu me payes le salaire minimum, c'est très peu probable que je sois intéressé, mais si tu me payes, disons, 10 millions de dollars par année, puis tu es prêt à le payer comme employeur, c'est dur de dire non. Donc, quand les gens disent je ne ferai Ouais. jamais ça pour aucun prix, c'est pas vrai. Les gens, quand ils disent ça, ils ont juste le prix qu'ils ont en tête, c'est juste que le prix est trop bas. Mais si Ah, quelqu'un leur offrait un prix plus élevé, ils seraient OK, peut-être. moi, je pense que tu peux le faire pendant un certain temps. Puis après, ben, tu vires complètement cinglé. Tu sais, si je te dis demain matin qu'à chaque jour de ta vie, oui, ça va te donner plusieurs millions par année, mais chaque jour de ta vie, tu vas écouter sur repeat le même album de Claude Barzotti de 8 heures le matin à 9 heures le soir. Une année, tu vas faire regarde là, j'ai assez d'argent, Mais je si sac je mon le camp. sais, mais si je sais c'est quoi, si je sais exactement dans quoi je m'embarque, je vais juste demander une différence compensatoire plus élevée. Si tu me dis je dois faire le travail pendant 5 ans, puis dans le terme du contrat, c'est dit je n'ai pas l'argent, si je ne fais pas ça pendant 5 ans, disons, bien, je vais demander pour les dommages que je vais avoir pendant 5 ans, un salaire plus élevé pour faire la différence compensatoire. On le voit aussi dans plusieurs secteurs. Par exemple, dans le temps des lois sur le tabac, quand tout le monde Mhm. débattait, est-ce qu'on devrait interdire la cigarette dans les restaurants? Ce qu'on oubliait de souligner souvent, c'était que, en fait, il y avait un économiste qui a travaillé là-dessus, Kip Viscucci. Il avait regardé si les employés de restaurants où les gens fumaient étaient compensés pour le risque qu'ils assumaient de la fumée secondaire. Et ce qu'on trouvait, c'est que toute chose étant égale par ailleurs, parce qu'ils travaillaient dans un domaine inconfortable à cause de la fumée secondaire, ils étaient payés 25 à 30 un premium, en fait, une prime de 25 à 30 du salaire horaire, toute chose étant égale par ailleurs. Donc, c'est-à-dire que tu prends deux personnes identiques, tu en mets une dans un endroit où les gens fument, puis une où les gens ne fumaient pas, ben, la personne qui va où est-ce que les gens fument recevait, même si elle avait les mêmes caractéristiques que l'autre personne, recevait une prime salariale de 25 à 30. C'est quand même assez colossal, mais ce que ça te montre, c'est que les gens sont prêts à travailler dans des conditions absolument déplaisantes si tu leur offres quelque chose qui compense pour la déplaisance. Pourquoi, par exemple, les gens qui vont travailler dans des places super éloignées demandent des primes salariales? Mais parce que tu les éloignes de leur famille, ce qui est quelque chose qui est
une source de désutilité, mais il faut que tu les payes pour les compenser de ça relativement au même emploi juste à côté qui ne le requiert pas de quitter leur famille. Donc, quand tu me demandes est-ce que je serais prêt à faire un métier qui est absolument déplaisant, la réponse, c'est oui, si tu m'offres la différence compensatoire relativement à ma seconde meilleure option. C'est-à-dire que si ma seconde meilleure option, c'est d'être professeur d'université puis faire ce que je fais, mais tu es prêt à m'offrir toute la désutilité que moi, je ressens, puis que toi, tu es prêt à faire la transaction parce que par définition, si tu es prêt à la faire, ça veut dire que toi, tu fais un profit de me faire ça. Mais dans ce cas-là, je vais le faire. Écoute, j'ai un couple de clients qui sont comme ça. Ils sont au Nunavut depuis plusieurs années. Là. En fait, ils ont appris, je pense, à aimer le Nunavut. Mais encore là, pour apprendre à aimer le Nunavut, ça implique 4 voyages par année au sud. Non, c'est 4 voyages par année au sud. Là. Mais est-ce qu'ils gagnent le même salaire au Nunavut qu'au Québec pour le même genre de job? La réponse, c'est non. Là. C'est de leur côté. En plus, il y a des gens qui ont tendance à lever le coude des fois quand on va faire ce genre de job-là dans le Nord. Eux, au contraire, ouais, exactement. Eux, de leur côté, sont vraiment des épargnants, famille, tout ce qui est plus classique, là, des enfants, puis l'éducation, tout ça, c'est primordial. Puis leur but, c'est vraiment le fameux Liberté 45 ou Liberté 55 que tout le monde connaît. C'est vraiment... mais tu t'épuises, puis tu fais des choses qui sont des... Oui, puis même à ça, je veux dire, épuisés, ils ont fini par s'acheter un chalet dans les Laurentides d'un coup qui était dans la trentaine. Ils finissent par voyager quand même vraiment beaucoup. Puis leur rythme d'épargne est juste hallucinant là, parce qu'au Nunavut, c'est pas juste que tu gagnes le double, c'est qu'aussi, il n'y a rien à faire. Donc, tu ne dépenses pas ton argent. Là. Non, j'imagine. Mais tu sais, en même temps, dépenser de l'argent, ça apporte une utilité aux gens. Donc, l'épargne qui est là comme économiste, que je te dirais, c'est un peu de l'épargne un peu forcée dans le sens que dans un setting où tu avais le choix, disons, tu n'aurais probablement pas épargné autant. Donc, l'idée que les différences compensatoires existent, c'est vraiment important. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est important. Par exemple, quand je donne des cours d'économétrie, donc pour mes étudiants, c'est le cours de statistique pour les économistes, mais ce n'est pas juste de comprendre les statistiques, c'est de comprendre comment faire des liens entre des variables, c'est-à-dire comment est-ce que cette variable-là influence cette autre variable. Et là, il y a un point, par exemple, de différence compensatoire qui est super intéressant. Si tu fais des régressions, par exemple, sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes, et tu ne tiens pas compte du domaine dans lequel les hommes travaillent, donc tu essaies de contrôler pour le niveau de risque ou l'aspect des différences compensatoires que les hommes prennent, tu vas à peu près arriver après que tu aies tenu compte de l'éducation, du nombre d'heures travaillées, du statut marital, tu prends tout en compte, tu vas arriver à peu près à 7-8 d'écart salarial par heure entre les hommes et les femmes au maximum, peut-être 3-4 au minimum. C'est à peu près le range de c'est quoi qui reste, qui n'est pas expliqué par tous les autres facteurs. Mais quand tu ajoutes, par exemple, le contrôle pour le risque, parce que qui prend généralement les métiers à risque? Donc, où est-ce qu'il y a la plus grande mortalité occupationnelle? Où est-ce que tu as la plus grande prime d'éloignement? Donc, tu réussis à contrôler pour la distance entre les deux travails, mais aussi les particularités de comment la personne fait son métier. Tu réalises que l'écart salarial tombe d'à peu près des proportions que je t'ai dit. Tu coupes à peu près un quart à un tiers qui disparaît juste en raison du fait que les hommes, disproportionnellement, sont ceux qui prennent les métiers dans lesquels il y a le plus grand nombre d'inconvénients, donc qui sont payés pour des inconvénients plus qu'autre chose. Donc, par exemple, la meilleure étude qui est sortie, c'est il y a quelques années, quelqu'un avait réussi à avoir tout l'accès aux données Uber. Donc, Uber avait collaboré. Et ce qu'ils avaient regardé, c'était est-ce qu'on peut voir les différences de salaire entre hommes et femmes en fonction, du nombre d'heures travaillées, du type d'auto utilisé, de la qualité du service offert. Et ce qu'on voyait, c'était qu'il restait toujours un écart d'environ 5 entre les hommes et les femmes. Et que la moitié de cet écart-là qui restait avait disparu quand tu tenais compte du fait que les femmes prenaient des routes, n'allaient pas dans des quartiers où il y avait davantage de risques. Donc, les femmes ne s'exposaient pas à ces endroits-là.
Parce que la tarification bouge avec Uber, effectivement. Exactement. S'il manque de chauffeurs dans un endroit, ben, il essaie d'attirer les chauffeurs en augmentant le prix. Exactement. Mais dans ce cas-là, tu te prives d'un domaine, d'un endroit où la demande est plus élevée parce que tu ne veux pas faire face au risque. Là, ce qu'on voit, c'est que dans des cas comme ça, la différence compensatoire a des rôles super importants dans l'implication que tu as. Donc, les gens qui disent c'est pas juste d'être payé si peu ou je ne ferai jamais ça pour tel montant. Non, non, mais si tu comprends les différences compensatoires, tu arrives non seulement à des explications que si tu payes la personne assez, elle va tout faire, mais aussi tu peux arriver à des résultats contraires dans lesquels où est-ce que tu regardes, tu tiens compte, par exemple, des différences compensatoires qui doivent être tenues en compte. Tu réalises que plusieurs problèmes sociaux ne sont pas vraiment des problèmes sociaux. Puis ce qui est le fun dans ce que tu viens de dire par rapport à ta recherche sur Uber, mettons, ce que tu viens de dire, c'était clair, là, tout le monde l'a compris, surtout le monde qui écoute notre podcast, ils l'ont compris, parfait. Ce l'affaire, c'est que tu prends 2 personnes qui interprètent cette nouvelle-là. Tu sais, l'étude, elle sort, là, puis là, tu vas avoir le gauchiste qui va arriver, il va dire, écoute, c'est scandaleux, les femmes sont payées 5 % moins que les hommes chez Uber. Bon, on sait que c'est pas ça, mais c'est ça. C'est ça qu'ils vont lire de la recherche. Là, tu vas avoir quelqu'un de droite qui va dire, écoute, c'est normal, les femmes soient payées de moins. Les femmes veulent prendre beaucoup moins de risques que les hommes. Là, tu es là, c'est pas ça que ça dit non plus. C'est une différence de 5 %. Je veux dire, il faut vraiment faire de la recherche pour s'en rendre compte. Tu sais, tu peux pas arriver et dire, les femmes en général, tu sais, oui, ils sont peut-être prêts à prendre 5 % moins de risques que les hommes ou d'une manière vraiment globale. Ce l'affaire, c'est que si tu fais des sondages femme par femme, homme par homme, tu ne verras pas de différence entre les gens. Les gens ne s'en rendent même pas compte qu'ils veulent moins aller dans ces quartiers-là ou plus aller dans ces quartiers-là. Je suis sûr qu'avec une méthode de sondage, on n'est même pas capable de s'en rendre compte. Non, vraiment pas. Les écarts salariaux entre hommes et femmes, il y a peut-être 2 choses qui restent peut-être à expliquer. Qui est pertinent. La première, qui est peut-être de l'autre côté, qui va dans le sens de quelqu'un qui est plus sceptique de la pertinence de ces écarts-là, c'est que quand tu tiens compte, par exemple, de l'orientation sexuelle, l'écart salarial a l'air de disparaître. Donc, par exemple, ça c'est vraiment complexant parce que tu compares une femme qui est gay avec un homme célibataire qui n'est pas gay. Il n'y a pas de différence de salaire, toutes choses étant égales par ailleurs. En fait, il n'y a pas de. En fait, il y a même parfois, et ça, on comprend pas, c'est difficile à comprendre parce que c'est nouveau, comme les études qui font ça, c'est qu'il y a même une prime salariale pour les femmes qui sont gays. Par contre, il y a une pénalité salariale pour les hommes qui sont gays, toutes choses étant égales par ailleurs. Ce qui est vraiment difficile à expliquer parce que ce n'est pas comme si, particulièrement chez les femmes, parce qu'on regarde, par exemple, des sondages sur l'expression des comportements sexuels en public. Les femmes qui sont gays se cachent beaucoup plus et donc n'exposent pas leur comportement autant. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on leur donnerait une prime salariale? Ce n'est pas comme si c'était écrit dans leur face, mais aussi... C'est pas volontaire non plus. Là. Quand tu dis quelque chose comme ça, il n'y a pas d'employeurs qui sont là, j'ai enfin engagé une lesbienne, je vais la payer plus cher que les femmes qui peuvent avoir des enfants. Là, non, c'est ça. Mais là, ça te montre qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu. Donc, par exemple, quand tu regardes... Non, mais attends. Mais la chose qui, par exemple, qui est bien connue, c'est que dans les couples lesbiens, il y a davantage une répartition égalitaire des tâches. C'est les couples dans lesquels, généralement, les partenaires sont les mieux agencés. Puis ça, c'est vraiment important parce que quand tu as des couples où est-ce que tu as 2 partenaires dramatiquement différents en termes de capacité ou de spécialisation ou de revenus, bien, quand il y a un choix de famille, par exemple, à faire, c'est généralement la personne qui a le plus bas revenu des 2 qui va se spécialiser, disons, dans les tâches ménagères, donc qui va se retrouver avec un chemin de revenu qui est à son désavantage. Ma blonde va dire que je n'ai pas respecté la loi pendant un certain temps. Elle a toujours gagné plus cher que moi, puis je ne suis pas sûr qu'elle serait d'accord que j'ai pris plus en charge de ménage qu'elle. J'ai dit toutes choses étant égales par ailleurs. Je n'ai pas tenu compte de la variable Yann Sénéchal. Il y a des anomalies là-dedans. Là. Mais dans ce cas-ci, c'est qu'à l'intérieur des couples lesbiens, parce que tu as une plus grande égalité entre les partenaires en termes de qu'est-ce qu'ils font, tu as généralement une sorte d'égalité de la division des tâches. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a un enfant qui est impliqué, il n'y en a pas un qui prend le fardeau disproportionnel de l'enfant, donc qui prend le coût disproportionnel d'avoir un enfant.
Alors, des fois, ça te montre que ce n'est pas tant quelque chose qui vient du marché nécessairement, parce que quand tu regardes cette espèce de cet ensemble de nuances-là qui existent, ça te montre qu'il y a peut-être quelque chose d'autre qui est en jeu. Ben, C'est-à-dire, qu'est-ce qui détermine, par exemple, les normes? Qu'est-ce qui détermine que c'est tel type d'agencement? Pourquoi est-ce que, par exemple, là, il y a une explication de choix rationnel en quelque part qui doit se faire. Pourquoi est-ce qu'à l'intérieur des couples lesbiens, il y a un plus grand agencement des partenaires sur une base plus égalitaire que dans les couples homosexuels mâles, que dans les couples hétérosexuels? Pourquoi il y a ces différences-là? Là, ça te montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui vient de l'extérieur, qui n'est pas de l'extérieur, excuse-moi, mais plutôt de l'intérieur, des choix des individus, des contraintes des individus. Mais en fait, tu dis que ça ne vient pas du marché, mais en même temps, c'est peut-être le défaut qu'on a de voir toujours le marché de l'emploi à l'envers. Tu sais, j'en parle souvent quand je parle à des jeunes étudiants secondaire 3, 4, 5 en classe. Je dis, un des défauts qu'on a, c'est qu'on parle toujours d'offres d'emploi, alors que c'est vraiment pas comme ça en économie. Une offre d'emploi, vraiment, un offreur d'emploi, c'est celui qui demande d'avoir une job. Exactement, parce que la vraie game, c'est que les gens offrent leur temps aux employeurs et c'est les employeurs qui demandent le temps des gens. Et le prix qui est déterminé est en fonction du temps des gens. Exactement. Donc, le prix est vraiment fixé sur le temps qui est offert par les employés et demandé par les employeurs. En fait, petite nuance. Pour les gens qui offrent leur travail, donc moi, quand j'offre de travailler, mon coût pour moi de travailler, c'est le loisir que je dois sacrifier dans le processus et je dois avoir des biens et services qui sont supérieurs au loisir, la valeur du loisir que j'ai sacrifié. L'employeur, lui, quand il m'embauche, c'est en fonction de la production additionnelle que j'ajoute en étant embauché. Donc, quand vous voyez offre et demande pour le marché du travail, la demande, c'est l'employeur. L'offre, c'est l'employé potentiel. Puis l'employé potentiel, son coût, c'est le loisir qu'il doit sacrifier. Exact. Ça, écoute, je suis d'accord avec ça. À ce moment-là, tu arrives, tu te dis, OK, donc, est-ce que c'est, ça revient à ce que je disais tantôt, est-ce que c'est l'employeur qui arrive et dit, enfin, j'ai engagé une lesbienne, je la paye plus cher? Ou bien non, c'est l'employé qui est homosexuel, qui, elle, de son côté, va être dans une position où est-ce que, comme peu importe de manière que ça amène sa vie, comme peut-être les enfants font moins partie de sa vie qu'une femme hétérosexuelle, va être prête justement à prendre plus de distance pour aller à l'emploi, va être prête à prendre plus de risques dans son emploi ou des choses comme ça. Reprends ton exemple d'Hubert, elle va peut-être être un peu plus prête à aller dans un quartier plus tough parce que justement, elle n'a pas l'arrière-pensée pour ses enfants, des choses comme ça. Mais quand on arrive et on dit que ce n'est pas nécessairement une solution de marché, en fait, c'est probablement une solution de marché, c'est juste que ça part non pas de l'employeur, mais ça part réellement de l'employé. C'est plus ça que je voulais dire. Je pense que ta distinction était plus pertinente que la mienne. Ce que j'essayais de dire, c'était vraiment que ce n'est pas l'employeur qui décide de discriminer sur cette base-là. Exact. C'est toi qui te choisis en fonction de certaines caractéristiques qui sont les tiennes. Donc, tu choisis certains emplois. Là, il y a deux petits défauts qui viennent avec ça. Le premier, c'est qu'il y a la possibilité que les gens qui choisissent un emploi en fonction de ce qu'ils pensent être accessible. Donc, par exemple, c'est là qu'il y a une possibilité que l'écart salarial, qui est très petit quand tu le regardes et tu contrôles pour tous les autres facteurs, a comme un effet de sélection. On observe quelque chose après qu'il y a un choix important qui est fait, comme par exemple, quel domaine d'études tu choisis. Donc, pourquoi, est-ce que, disons, les femmes, on en retrouve moins dans certains domaines? Peut-être parce qu'il y a de la discrimination à l'embauche dans ce domaine-là. Donc, étant des gens tout à fait rationnels, ils choisissent de ne pas aller dans ce secteur-là. Le problème, c'est que cette explication-là, quand on la teste, elle arrive à qu'elle demeure valide, mais qu'elle diminue à travers le temps. Donc, c'est de moins en moins important. Il y a de moins en moins d'effets de sélection. Les domaines dans lesquels il y a encore une sélection, tu ne peux pas vraiment dire que c'est parce que c'est par discrimination, que c'est parce qu'il y a des différences fondamentales. Donc, par exemple, tous les domaines dans lesquels il y a une prime à la force physique, là, tu vois un écart. Mais tous les autres domaines où la force physique est nullifiée, donc elle n'a aucune valeur en soi pour l'employeur, il n'y a pas vrai. Ces différences-là se sont volatilisées entre les deux en termes de sélection dans le domaine. Conducteur de machinerie lourde, par exemple, les emplois vraiment payants dans la machinerie lourde, tout le monde le sait, c'est dans le Nord.
OK? Il va y avoir des conducteurs de machinerie lourde qui vont être dans la région de Québec, dans la région de Montréal, mais moindrement que vous montez au nord, travailler dans les mines, ainsi de suite, là, les salaires augmentent littéralement. Donc, c'est sûr que le gars qui, lui, pour lui, de son côté, étudier en machinerie lourde pour éventuellement aller faire la grosse pièce dans le nord, ça peut être pas mal plus intéressant que la fille qui va faire la même chose, parce que la fille, de son côté, elle va se dire, un jour, je vais avoir des enfants. Un jour, ça va être difficile pour moi de quitter le lieu familial pour aller dans le Nord, continuer à travailler, parce que souvent, c'est des chiffres, exemple, 14-14. Ils font 14 jours dans le Nord, 14 jours à Québec, puis ils vivent un peu partout au Québec, en réalité, ces gens-là, parce qu'il y a beaucoup d'avions qui sont impliqués. Donc, la paye est grosse, sauf que tu es 14 jours sans voir ta famille. Ben, cet élément-là peut effectivement discriminer beaucoup les femmes, mais pas du sens qu'on pense. C'est vraiment plus... Mais ça, je n'appellerais pas ça de la discrimination. Il y a un écart qui va émerger entre un homme et une femme sans tenir compte de toutes choses étant égales par ailleurs. Mais en soi, quand tu tiens compte de ce facteur, ce n'est pas une différence qui est causée par la discrimination en soi. Donc, exact, c'est là qu'un peu il y a une sorte d'incompréhension généralement quand on parle de l'écart salarial entre hommes et femmes. C'est que les gens ont une espèce d'automatisme de traduire la présence d'un écart dans l'agrégat dans une discrimination. Alors que pour discrimination, il faut que tu élimines certaines conditions, comme par exemple les choix délibérés que les gens font. Certains choix peuvent être contraints, donc c'est-à-dire que, par exemple, si vraiment tu crois qu'il y a une discrimination, il doit y avoir deux choses qui sont présentes. La première, c'est que les femmes doivent être discriminées consciemment par un employeur. Ça, il y a des signes que ça se fait. Quand tu remontes plus dans le passé, c'est clair qu'il y a des signes. Mais à travers le temps, ces signes-là diminuent de plus en plus. Et cette discrimination-là, c'est celle qu'on a combattue d'une manière politique et qui méritait d'être combattue d'une manière politique, on s'entend. Oui, ben en fait, j'ai tendance à croire que je vais revenir là-dessus juste après, parce que je ne suis pas convaincu que le politique a eu tant d'effets. Je pense que le politique est plus une réaction qu'une cause. Donc, c'est plus un produit qu'une... Fort possible. La deuxième chose, c'est que si tu as une discrimination, qui n'est pas une discrimination genre que je refuse de t'embaucher parce que tu es une femme ou que tu es un roux ou quelque chose comme ça, tu as un critère qui est observable. L'autre manière de discriminer, c'est que tu pourrais avoir des choix qui sont différents pour un groupe qu'un autre. Donc, c'est-à-dire que d'emblée, on sait que certains choix sont limités pour telle ou telle personne. Donc, la personne se choisit dans des domaines dans lesquels elle ne sera pas discriminée, même si le domaine qu'elle aurait préféré en premier avait une rémunération plus élevée. Il faut que tu sois capable de distinguer ces deux sources de discrimination-là. La première, c'est clair qu'elle n'existe presque plus. La deuxième, il y a encore des signes qu'elle existe, mais quand tu brises la population par cohorte d'âge, donc tu prends les plus jeunes, tu les compares aux plus vieux, chez les femmes les plus jeunes, cet effet-là n'a plus l'air d'être là. Celui pour les femmes plus âgées est encore présent, puis c'est normal parce que quand tu choisis, par exemple, ta carrière, tu fais peut-être un ou deux choix de carrière dans une vie, l'effet du temps étant particulièrement important. Une fois que le choix est fait, il est déterminé pour pas mal toujours. Alors, c'est pour ça que quand tu divises par cohorte, le fait qu'il y a de plus en plus d'options disponibles pour tout le monde, plus ou moins également, ça te montre que finalement, cette forme de discrimination-là aussi a diminué. La dernière peut-être explication qui peut exister, c'est qu'il y a peut-être le rôle des normes que les gens ont sur l'éducation, par exemple, des enfants. Donc, ce n'est pas juste qu'on croit que on va choisir quel partenaire est le plus spécialisé, le moins coûteux de se spécialiser, par exemple, dans l'élevage des enfants. L'élevage. On a compris. L'élevage des enfants. L'éducation, Vincent. L'éducation des enfants. Celui qui est le plus spécialisé dans l'éducation des enfants. Nos éducatrices en CPE, ce n'est pas des éleveuses, Vincent. Non, je sais. J'ai entendu ce que j'ai dit. Mais si tu en viens à penser ça, c'est qu'il faut que tu vois que les normes vont être particulièrement fortes indépendamment de la spécialisation relative des gens. Le problème, c'est que ça aussi, ça a l'air de diminuer, même si c'est très fort. Puis la raison que je dis ça, c'est, ça remonte à très loin, c'est Thomas Sowell qui en parlait dès les années 70. Si tu, par exemple, tu compares les femmes qui ne veulent pas d'enfants avec les hommes qui ne veulent pas d'enfants, il n'y a aucun écart salarial
whatsoever. Il n'y a aucune différence de choix occupationnel. En 70. En 70. Donc, ça remonte à très loin. Puis Sowell était le premier à souligner ça. Il disait que, puis il regardait même dans les universités, par exemple, il n'y avait pas d'écart salarial entre les hommes et les femmes qui n'avaient pas d'enfants. Alors, ça te montre que ce qui est peut-être déterminant, c'est le rôle des normes quant à l'éducation des enfants. Et là, ce qu'on voit, c'est la même chose qu'avec la partie des choix disponibles à chaque groupe. Ces normes-là se sont beaucoup atténuées à travers le temps parce qu'il y a quelque chose de vraiment important, c'est qu'adopter une norme, ça a un coût pour les personnes. Si, par exemple, on décide que pour des raisons purement non monétaires, on décide qu'une femme qui est, disons, médecin, va rester à la maison alors que l'homme est éboueur, mais le ménage paye un grand coût en termes de salaire renoncé parce que la femme ne va pas travailler comme médecin. Bien, dans une société où le salaire des femmes augmente par définition à travers le temps, que les choix sont de plus en plus disponibles, le coût de garder des normes plus conservatrices disparaît. Puis ça explique un peu pourquoi, par exemple, tu vois dans les couples lesbiens la plus grande égalité entre les partenaires. Pourquoi aussi il y a des normes plus égalitaires entre les partenaires? C'est parce que dans ces groupes-là, le coût d'adopter des normes conservatrices, donc, disons, telle personne, parce que telle raison, devrait le faire parce que c'est ça que la morale dicte pour une raison qui est subjective à chaque personne. Ben non, on ne va pas faire ça. On voit le coût de la rhétorique qu'on adopte. Puis c'est pour ça, par exemple, que quand on regarde des choses comme pourquoi est-ce que les normes égalitaires qu'on a ont commencé à émerger. Puis c'est ça qu'Yann disait tantôt un peu quand il a dit c'est le politique qui a combattu ça. Je ne pense pas. C'est quand, par exemple, la pilule contraceptive est arrivée, l'eau courante est arrivée, quand il y a eu la capacité de contrôler le cycle reproductif d'une part, mais aussi de réduire le fardeau des tâches ménagères, ça aurait été ridicule de demander à un partenaire dont la valeur de ce qu'elle peut produire sur le marché augmente massivement et que le coût d'opportunité diminue massivement. Ça serait ridicule de demander à la personne oui, reste à la maison. Donc, nos normes égalitaires sont beaucoup plus souvent le résultat de changements qui déterminent le coût-bénéfice pour les gens. Donc, quand les gens disent que les politiciens sont devenus égalitaires, sont devenus, ils ont combattu ça parce qu'ils y croyaient. Non, c'est parce que c'était déjà une force qui était entamée. Il n'y a aucun politicien qui a inventé la pilule contraceptive. Je ne choisis pas l'exemple de la pilule contraceptive parce qu'il a l'air d'être anodin. C'est parce qu'il y a une dizaine d'articles scientifiques dans les top revues de la profession, dont un qui est toujours enseigné dans tous les cours d'économie par Martha Bailey, puis c'est The Effect of the Contraceptive Pill on Women's Labor Supply. Et ça montrait qu'un des facteurs les plus importants sur l'offre de travail, la transition des jeunes femmes à partir des années 40, 50, 60, 70, c'est A, l'accès à la pilule contraceptive, B, le coût de la pilule contraceptive sur la décision de former une famille. Ça leur a donné davantage d'autonomie et donc à l'intérieur du couple un plus grand bargaining power qui a fait en sorte que ça explique peut-être même le tiers de l'augmentation de la participation sur le marché du travail directement, indirectement, peut-être même un autre tiers. Donc, c'est quand même dire qu'une seule innovation à elle tout seule a mis en motion notre désir de matcher un peu l'observation qu'on faisait sur le marché du travail avec la rhétorique qu'on s'inventait à propos du monde. C'est pour ça que quand je dis les idées ne sont pas si importantes que ça, les gens, quand tu leur fais payer le coût de tenir certaines idées ou certaines normes, ils vont se poser la question sur si ça vaut la peine de maintenir ces normes-là. Mais c'est drôle ce que tu dis, Vincent, parce que ça m'a rappelé pendant que tu parlais une anecdote de quand j'étais tout petit, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 8 ans, 7-8 ans. Puis dans toute ma candeur d'enfant, j'avais demandé à une de mes grand-mères, j'avais dit grand-maman, pourquoi tu n'avais pas de métier? Tu sais, j'avais demandé, moi, je n'avais pas réalisé à 8 ans que dans le temps, la majorité des femmes restaient à la maison. Là. Je ne comprenais pas encore ce concept-là. Puis elle m'avait répondu, puis là, ça vient de comme me revenir, elle m'avait répondu, tu sais, juste faire le lavage, j'en avais pour 2 jours. Donc, même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu. J'avais trouvé ça, à cette heure que c'est perdu quelque part dans ma tête, cette anecdote-là, mais avec ce que tu viens de dire, ça m'a comme fait penser à ce que tu disais, que dans le fond, même si jadis, naguère, on avait eu les idées qu'on a aujourd'hui, le penser que 2 personnes d'un couple auraient pu travailler avec l'ampleur des tâches
que le foyer C'est impossible. nécessitait, c'est littéralement impossible. Oui, effectivement, c'était en dehors du set de possibilités que les gens avaient. Ce n'était pas un ensemble du possible, étant donné les contraintes de l'époque. Change les contraintes. Donc, par exemple, le fait que tu peux avoir accès à des technologies qui contrôlent ton cycle de reproduction, ben, ta contrainte est pas mal plus légère qu'elle était auparavant. Donc, qu'est-ce qui se produit? Tu fais des choix différents parce que tu as des contraintes différentes. Les gens ne comprennent pas ça, mais il y a quelque chose qui est drôle à souligner, puis ça, je le souligne à mes étudiants. Ça te montre aussi un peu le rôle des institutions. Toutes les sociétés en général, c'est toujours les hommes qui avaient un plus haut taux d'alphabétisation que les femmes. Une grande exception, historiquement, c'est le Québec. Où est-ce qu'en général, les Québécois étaient moins alphabétisés, donc le taux d'alphabétisation était plus bas au Québec, mais les femmes avaient un plus haut taux d'alphabétisation que les hommes. Et ça, il y a un article dans Journal of Economic History qui montre que c'est en raison que le Québec était exceptionnel au 19e siècle en termes de protection des droits de propriété des femmes. C'est-à-dire que quand tu rentrais dans le mariage, contrairement à plusieurs autres sociétés, ce que la femme apportait restait à elle dans le cas d'un décès, donc lorsqu'elle devenait veuve, mais aussi toute la valeur additionnelle qu'elle avait causée à la richesse du ménage lui revenait aussi. Alors que dans les autres sociétés, ce que tu avais, c'était uniquement ce qu'elle avait apporté au début lui revenait. Le capital, l'intérêt qui s'était accumulé sur ce qu'elle avait contribué ne lui appartenait pas, était divisé entre ses enfants. Mais là, ça veut dire que par vertu d'une petite distinction légale vraiment simple, les femmes avaient un plus grand incitatif, plus grande incitation à gérer les activités du ménage. Donc, le terme germaine a une signification historique. Pourquoi est-ce que les femmes en menaient beaucoup dans les ménages québécois relativement à d'autres sociétés? Pourquoi les femmes avaient un rôle beaucoup plus important? C'est parce que les incitations qu'elles avaient leur donnaient une plus grande incitation à justement bien gérer les choses, à faire l'effort, parce qu'elles avaient une partie du rendement de leurs efforts. Donc, c'est pour ça que tu as souvent cette histoire-là que pendant très longtemps, les femmes étaient plus instruites que les hommes au Québec, même si en général, les Québécois n'étaient pas beaucoup instruits. C'est le résultat du fait qu'on avait une institution qui changeait qui avait produit des incitations légèrement différentes pour les deux groupes. Donc, quand les gens disent « Ah, c'est la faute des gouvernements ou c'est la discrimination », non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça peut être la question des incitations, des droits de propriété, des institutions. Et quand tu le vois de la manière dont moi je le dis, le fait qu'elle devenait propriétaire de ce qu'elle avait contribué et des rendements sur ce qu'elle avait contribué, ce que je viens de dire, c'est la liberté économique que cette femme-là avait. Elle avait un droit de propriété nettement supérieur au Québec qu'elle avait dans toutes les autres sociétés d'Amérique du Nord ou d'Europe. Donne un droit de propriété plus fort à une personne, tu lui permets d'approprier les fruits de son effort, donc elle va faire plus d'efforts. Donc, historiquement, les gens qui pensent que c'est de la discrimination ne réalisent pas que c'est peut-être juste le résultat d'institutions qui ont mal vieilli ou qui ont des particularités différentes. Donc, c'est vraiment une analogie, c'est vraiment quelque chose qui te montre que quand les gens parlent de ça, la plupart du temps, ils n'ont aucune capacité analytique whatsoever. Ils vont juste voir un écart salarial dans l'agrégat. Ils ne vont pas se poser les questions de comment l'analyser. Puis tu remarqueras que je n'ai pas exclu la possibilité qu'il y ait de la discrimination dans tout ce que j'ai dit. Hein. Ça peut être de la discrimination causée par le gouvernement, ça peut être de la discrimination qui persiste parce qu'il y a des normes qui favorisent un groupe plutôt qu'un autre, parce qu'il y a moins de choix disponibles à un qu'à l'autre. Mais ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas exactement quelque chose de conscient ou un plan machiavélique qui détermine que c'est ça le résultat. C'est beaucoup plus subtil et nuancé que ça. Et c'est beaucoup plus facile à le changer. Lorsque tu es conscient de comment ça fonctionne, tu réalises que ça peut changer beaucoup plus facilement. Et la meilleure manière de le changer, c'est augmente la croissance économique. Oui. Mais c'est ça ma réponse. Peut-être que là, j'élargis trop la discussion en posant cette question-là, mais qui dicte quelle discrimination est acceptable ou pas? Parce que la réalité, c'est que
tu vas toujours en avoir des formes de discrimination là, à l'embauche ou peu importe à quoi. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, adolescent, je faisais des jobs comme ça dans des restaurants, des affaires, puis tu le voyais qu'il y en avait de la discrimination. Là. Ah ouais, dans les restaurants, il y a beaucoup d'alcoolisme, puis tout, puis les gens qui sont alcooliques, ils ne rentrent pas travailler, puis tout. C'est à la minute que le boss il s'apercevait que tu avais le coude pesant, là, il te mettait à la porte ou il ne voulait pas t'engager. Ça en est une forme de discrimination. Puis Ben, la personne alcoolique pourrait te dire ouais, mais c'est pas de ma faute. Moi, je suis né de même. La discrimination du Brandy Nose. Non, mais tu sais ce que tu viens de dire? Il y a quelqu'un qui a gagné un prix Nobel pour ça. Gary Becker. Il aurait fallu que j'y pense avant. Là. Qu'est-ce que tu veux? T'aurais dû te dépêcher. Mais Becker était un économiste qui avait souligné que tous les jours, quand tu fais un choix, tu discrimines. Donc, quand je décide de sacrifier l'autre option que j'ai discriminé contre l'option que j'ai sacrifiée par définition. Alors, la question de la discrimination, c'est est-ce que tu discrimines sur la base de la productivité d'une personne, donc la valeur, la productivité marginale d'une personne qu'elle contribue, ou tu discrimines sur des critères qui sont non liés au marché. Donc, par exemple, est-ce que je discrimine sur la base de la couleur de cheveux ou de la peau ou de quelque chose que moi, je n'aime pas? Si je discrimine sur cette base, sur une base non liée au marché, je dois payer un coût. Et ce coût-là, c'est ce que je dois sacrifier en termes de profit, en termes de salaire plus élevé, surtout que dans un marché compétitif, et c'est là que Becker était particulièrement important, dans un marché compétitif, si je décide de refuser d'embaucher des roues pour une raison extrême, ben, les roues peuvent aller voir mon compétiteur qui va les embaucher juste un peu en bas du prix du marché et donc peut baisser son prix. En baissant son prix, peut me rendre extinct du marché. Parce que le coût de la discrimination dans ce cas-là, c'est de perdre mon profit à moi. Alors, dans ce cas, on est aussi dans un monde, Vincent, où est-ce que la discrimination a des coûts, effectivement, un peu comme tu viens de dire, mais des apparences de discrimination aussi. Je vais te donner une anecdote qui m'est arrivée en business, puis je m'en rappelle encore parce que ça a été marquant. Tu sais, j'étais avec mon partner, on n'a pas engagé des employés souvent dans notre vie parce qu'on ne veut pas, on a une business qui garde ses employés relativement longtemps normalement. Puis, on est aussi en croissance, on est une petite entreprise. Mais j'ai vu ma femme faire souvent. Je suis au courant comment ça marche, l'embauche de personnel, parce qu'elle a 40 employés, puis ça vire. Là, il y a un certain roulement de personnel. Fait qu'elle engage à peu près 6-7 personnes par année. Donc, je suis pas mal au courant des règles. Un moment donné, on fait l'entrevue d'embauche avec une dame, elle était bien correcte. Puis, un moment donné, mon partenaire est là, il dit ouais, puis est-ce que vous avez des enfants? Hey, je le regarde, je dis tu es malade, tabarnak, qu'est-ce que tu viens de faire là? Fait que là, genre, fini l'entrevue d'embauche, elle s'en va. Je dis man, qu'est-ce que t'as fait là? Je dis t'es-tu tombé sur la tête? Il dit de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'intéressait, savoir si ça avait des enfants. Puis, je dis non, man, c'est pas de même, ça marche la vie. Je vais t'expliquer comment ça marche. Si t'arrives, tu ne l'engages pas, puis elle pense qu'elle s'est sentie discriminée parce que. Tu t'exposes à une poursuite. J'ai dit, écoute, tu peux nous mettre dans la merde avec des questions de même. Il dit, OK. Il est pogné à 2 minutes quand c'est arrivé, puis inquiète-toi pas, il l'a plus jamais refait. Mais le pire, c'est que c'était vraiment bon enfant de son côté. C'était vraiment par intérêt. Une personne jeune, 24, 25 ans. Exactement. Mais là, tu vois le piège à ours gigantesque qui est là. Puis ça nous est arrivé une fois de discriminer quelqu'un volontairement, mais ça, c'était des critères qui étaient corrects. Dans le sens qu'on a reçu son CV, puis il était comme trop sharp, trop solide. On engageait une réceptionniste, une adjointe administrative. Puis je veux dire, elle aurait pu faire elle aurait pu enseigner, là, je veux dire, dans une université là, avec son background. CV trop sharp. Un moment donné, je suis là, j'ai dit, écoute, elle se sert un peu de nous autres comme tremplin. Elle vient chercher l'emploi, puis dans 3 mois, elle est partie pour une meilleure job, c'est sûr à 100%. Fait que ça a été spécial de dire à cette fille-là qu'on ne la prenait pas parce qu'elle ne comprenait pas. Elle disait à quel CV que j'ai, pourquoi vous ne me prenez pas? La vraie raison, puis qu'on n'a jamais dit, mais la vraie raison, c'est que je ne peux pas t'engager. Colin, tu es parti dans 3 mois, tu es bien trop forte pour être chez nous. Mais ça, à la limite, c'était correct parce qu'on n'a pas discriminé sur. Non, tu as discriminé sur la base de tes coûts, d'entraînement.
Exactement, exactement. Ouais. Fait que, mais c'est l'affaire, c'est là, tu vois, la ligne est vraiment mince entre la discrimination et l'apparence de discrimination parce que pour un employeur, les pièges à ours sont vraiment partout. Là. Ben oui, Ben, mais je reviens avec ouais, la vas-y, Frank. question que j'avais avant. C'est la ligne, tu l'as dit, Yann, la ligne est mince, mais tu sais, mettons là, posons pas de jugement de valeur là-dessus, puis faisons juste penser à la situation suivante. Quelle est la différence d'un point de vue de la discrimination entre un employeur qui va dire ben moi, comme cette fille-là me dit qu'elle voulait avoir des enfants, j'aimerais mieux pas l'engager parce que je ne veux pas être obligé de la remplacer parce qu'elle va être en congé de maternité, blablabla, ou ne pas engager cette personne-là. Parce que quand j'ai appelé à ses références, l'autre boss me dit que, ouais, de temps en temps, il aime ça prendre un coup, puis ça ne me tente pas d'avoir un employé qui ne rentre pas le matin une fois de temps en temps. Quelle est la différence fondamentale entre les deux? Il y en a une qui est déchiférée puis l'autre l'est pas. Là. Ben, ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, moi, tu sais, dans ma tête, je le vois qu'il y a un des deux, qu'il y a une des deux décisions que je veux dire, qui a l'air immoral à première Ouais, vue. Mais dans l'autre cas, tu te dis, ben, tu sais, fondamentalement, c'est un peu le même. Parce que mon point, c'était le même point que tantôt, c'est que on fait tout le temps de la discrimination, peu importe la raison. bon, mais je vais ajouter deux choses. La première, c'est que ça dépend un peu de. Les gens développent des règles heuristiques en fonction de ce qu'ils observent autour d'eux dans la société pour voir qu'est-ce qui est plausible. Si tu vis dans une société dans laquelle les normes sont largement que la femme doit rester à la maison, quand on t'informe de cette information-là, elle a une pertinence économique parce que tu présumes que la probabilité est plus grande Ouais. que zéro, que la personne est même peut-être même plus grande que 50 que la personne va être celle-là qui va rester au ménage. Et donc, que toi, tu vas dépenser quelque chose pour embaucher cette personne-là. Donc, il y a un coût de recherche pour toi et un coût de transaction pour toi que tu ne vas pas récupérer. Mais imagine mon point de tantôt où est-ce que je dis que si, avec l'espace de plus en plus grand de choix que les gens ont et la croissance de la productivité, cette norme-là va perdre de l'importance. Et donc, la pertinence de savoir cette information-là pour un employeur va diminuer à travers le temps. Donc, c'est un peu comme si ce que tu disais, c'est que oui, c'est immoral. Puis je suis d'accord que tu devrais poser cette question-là juste par des croyances qu'on peut se dire partagées, que tu ne devrais pas discriminer sur une base comme celle-là, mais que tu peux comprendre pourquoi la personne considère que c'est une information pertinente, étant donné qu'elle doit réussir à faire un profit. La question, c'est comment tu rends cette information-là non pertinente économiquement. C'est ça qui est important. Et là, le point que moi, j'essaie de souligner, c'est quand tu comprends qu'est-ce qui augmente l'espace de choix des gens, c'est des marchés compétitifs, c'est des droits de propriété bien reconnus. Et en fait, ce qui renforce, c'est mon deuxième point, ce qui renforce clairement la discrimination, c'est est-ce que tu as un monopole ou non, est-ce que tu as un pouvoir de marché ou non. Quand tu as un monopole, tu peux discriminer, tu peux satisfaire ton profit de monopoliste, non seulement dans des prix plus élevés, mais tu peux aussi te permettre de sacrifier quelque chose pour satisfaire des désirs qui ne sont pas monétisables nécessairement. Donc, par exemple, quand tu regardais dans le temps, ça c'est un exemple que les gens oublient. Aux États-Unis, au début des années 40 jusqu'aux années 70, tu avais le monopole de Panam. Panam avait un monopole sur les services, surtout transatlantiques. Mais la légende de Panam, c'est qu'il n'embauchait que des très belles hôtes. Ils ont Et fait donc, une couple de films là-dessus. Là. Oui, il y a une série télé là-dessus. Et donc, la discrimination se faisait sur la base de la beauté des gens que tu embauchais. Là, c'est parce qu'ils avaient un monopole. Ils pouvaient se permettre d'essayer de payer une prime à quelque chose qui n'affecte pas tant la qualité du service que ça. La minute que, puis il y a des études là-dessus qui ont essayé de voir la prime à la beauté. Il y a une manière de mesurer la beauté, c'est basé sur la symétrie du visage. Donc, les visages symétriques sont jugés généralement plus beaux. Et tu peux mesurer ça. Il y a des gens qui l'ont essayé et qu'il y avait une prime à la beauté dans le secteur aérien quand il y avait un monopole. Et que quand le monopole a disparu parce qu'il y a eu la déréglementation de l'industrie, cette prime à la beauté, qui était une discrimination, dans ce cas-ci, une discrimination positive, donc, tu favorisais un comportement au lieu de le pénaliser, mais ce n'est pas exactement un comportement. Tu récompensais
particularités sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, ben, elle a disparu, cette prime-là, parce que tu as créé de la compétition. Quand tu regardes qu'est-ce qui se passe quand tu crées de la compétition, tu augmentes le coût pour une personne de discriminer sur une base qui n'est pas économiquement pertinente, qui n'est pas liée à la productivité marginale. Et c'est là que ça devient important, c'est là que ça devient crucial de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'un bar de danseuse peut continuer de discriminer sur la beauté, par exemple. Absolument. Mais en fait, là, c'est essentiel à la productivité. Oui, mais sur la base de la beauté, mais pas à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un sous-groupe particulier, mais tu remarqueras qu'ils ne vont jamais discriminer sur la race. Ils ne discriminent pas selon les tatous. Ils ne discriminent pas. Crois-moi, il y a toujours, si je te dis, je le sais qu'il y a un article là-dessus. Je le connais. Non, il y a des économistes qui travaillent beaucoup sur l'industrie du sexe. Puis tu es le genre d'économiste à lire leurs articles aussi. Là. Oui, parce que c'est intéressant, parce que ça te montre la dynamique des marchés. Et dans son cas, c'est vraiment pour lire le texte. Là, oui, c'est vraiment pour lire le texte. C'est pas que je trouve ça. C'est pas que je trouve ça particulièrement fascinant, mais dans le soi, que bar de danseuse, ça ne m'intéresse absolument pas. Soyons francs. Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment ça, mais il y a des gens qui aiment ça. Une fois que ça c'est dit. C'est vrai, tu es élitiste, il faut le noter. Là. Oui, absolument, je suis un élitiste, je ne l'ai jamais caché. Mais une fois que ça c'est dit, si tu as de la compétition, le coût de discriminer sur des bases qui ne sont pas pertinentes au service que tu produis, tu vas arrêter de discriminer. Donc, quand souvent on parle de comment éradiquer la discrimination qui reste, ce que je te dirais, c'est regardons tout d'abord, est-ce qu'il y a des choses qui nuisent davantage à un groupe qu'un autre, soit en limitant leur choix, soit en permettant à l'employeur un certain pouvoir qu'il n'aurait pas en présence de compétition. Donc, c'est pour ça que quand tu remarques, et ça, j'ai une amie, si quelqu'un veut voir ses travaux, elle les a écrits avec l'Institut Fraser, donc c'est généralement, c'est pas écrit en jargonnage, donc c'est accessible à tout le monde. Rosemary Fickey, qui est à Texas Christian University, elle a changé les indices de liberté économique de l'Institut Fraser pour inclure une dimension de voir s'il y avait une différence, genre, par exemple, dans les droits de propriété que les femmes ont relativement aux hommes. Et quand elle a essayé de moduler l'écart salarial à travers tous les pays dans le monde, en tenant compte de ce nouvel indice de la liberté économique, les pays les plus libres économiquement avaient les écarts salariaux entre hommes et femmes les plus petits. Donc, c'est-à-dire que quand tu tenais compte, est-ce qu'elle a fait une méta-analyse, toutes choses étant égales par ailleurs que je te dis, elle a pris toutes les études qui faisaient ces toutes choses étant égales par ailleurs, et ceux qui ne le faisaient pas aussi, ont regardé si la liberté économique avait un effet. La liberté économique réduit toutes les formes de pénalité salariale que tu pourrais appeler, si tu fais un saut de logique rapide, de la discrimination. Alors, on revient à ton Paname. Là, la réalité, c'est que si Paname n'avait pas eu de monopole, jamais dans 100 ans, il aurait pu discriminer autant sur la beauté. Exactement. Parce que la réalité, c'est que Paname n'était pas un bar de danseuse, c'était un service à la clientèle. Donc, n'importe qui aurait eu une beauté plus moyenne, mais avec un entre-gens incroyable, exactement, aurait été un aussi bon employé que si ton seul critère est la beauté ou la longueur des jambes ou peu importe. Bien, c'est super ce que tu viens de dire, parce qu'il y a une nuance là-dedans que moi, je n'ai pas mis. C'est que l'employeur discriminait, mais il choisissait en fonction de la beauté, mais pas nécessairement autant qu'en fonction de l'entre-gens, par exemple. Alors que l'entre-gens peut être absolument plus pertinent. Mais comme tu sais que ton client ne va pas quitter, ben ton client, s'il se fait traiter comme du poisson pourri, qu'est-ce que ça change pour, en tant que tel, le client en soi? Il n'y a pas vraiment d'autres options. L'employeur, d'une part, peut se permettre de favoriser des choses que lui trouve intéressantes ou même de favoriser certaines marges du service qui, pour lui, sont plus pertinentes. Il y a vraiment toute une belle littérature là-dessus qui montre la dynamique, mais dans ce cas-ci, ce que tu as discriminé contre, c'était des caractéristiques qui étaient peut-être plus pertinentes à la valeur du service, comme par exemple l'entre-gens. Donc, le critère, ça devient un peu si le critère de discrimination est pertinent avec ce qui est fait comme activité économique, finalement, ou comme service donné. Exactement. Parce que, tu sais, on a parlé de l'embauche, on a parlé de plein de choses comme ça, mais tu as plein d'autres secteurs où, je ne sais pas, moi, par exemple, l'accès au logement. Ben, il y a plusieurs propriétaires là, qui ne te le diront peut-être pas devant une caméra, mais la réalité, c'est que si tu arrives avec 2-3 enfants, ils ne te loueront pas. Là.
Parce que tu déranges tout le monde ça, dans le bloc, parce que, etc. Tu dis ça, mais je suis prêt à mettre ma main au feu. Donc là, je n'ai pas d'études que je me rappelle avoir lues ou avoir utilisées, mais je suis prêt à mettre ma main au feu que si je regarde, par exemple, la discrimination dans le logement en fonction du niveau de land use regulation, donc la capacité d'augmenter l'offre de logement dans le court, moyen terme, je ne serais pas surpris qu'il y ait effectivement des propriétaires qui discriminent sur certaines bases en se disant ben, je ne veux pas avoir telle personne, je veux discriminer contre un fumeur ou je veux discriminer contre un non-fumeur pour un non-fumeur. Mais d'une part, il faut souligner une chose. Dans un cas comme ça, le premier aspect, c'est que si tu, par exemple, tu mets un contrôle des loyers, que tu ne peux pas demander à quelqu'un une différence pour l'inconvénient que tu peux poser. Donc, par exemple, moi, ça m'est arrivé fréquemment de négocier des loyers à la hausse avec un propriétaire en lui disant je vais te payer la différence cash. OK? Puis, si tu me fais confiance, moi, je n'irai pas devant la. Écoute, j'ai dit, j'ai pas caché, j'ai dit, je ne pense pas que la RAMQ devrait. Pas la RAMQ, la Régie du logement devrait exister. Je ne pense pas qu'ils ont le droit d'exister. Je suis très cohérent. J'ai aussi une personnalité publique. Je suis prêt à te signer un papier qui dit que je vais te payer un surplus, pour que tu puisses me pénaliser si j'agis comme un trou de cul. Mais je suis prêt à te payer plus si, par exemple, tu me laisses avoir un chien. Donc, par exemple, avec mon ex voulait avoir un chien. J'ai payé 200$ de plus pour qu'on ait le droit d'avoir un chien. Dans mon autre appart avant, je fumais énormément dans le temps. J'ai payé à ma propriétaire, qui était mon amie, soit dit en passant à cette époque-là, j'ai payé une prime pour avoir le droit de fumer dans mon appartement pour compenser les dommages. Mais si tu as un contrôle des loyers, que tu ne peux pas justement changer le taux que tu charges pour ajuster la différence compensatoire. Parce que la différence compensatoire, ça ne revient pas juste au travail, ça peut être à d'autres aspects d'un service qui est produit. Si moi, comme consommateur, je t'impose une perte d'utilité plus importante, ben, il faudrait que je te compense pour ce que moi j'apporte de moins à la transaction qu'une autre personne pour égaliser relativement à l'autre personne. Ouais, puis souvent, encore là, on parle d'un marché qui est très réglementé dans le sens qu'il y a plusieurs gens qui aimeraient faire de l'immobilier qui n'en font pas à cause de la Régie du logement. Ouais. À mon avis, j'ai toujours partagé ton idée, celle de Germain Belzile aussi, c'est des choses que vous parlez souvent. Mais que justement, s'il n'y avait pas ce contrôle des prix-là, il y aurait probablement plus d'unités disponibles parce qu'il y aurait plus de discrimination. Exactement, parce que quand tu arrives, tu as un taux de vacances de 0, 1, peut-être même 2%. Écoute, c'est sûr que les propriétaires ont beau jeu pour discriminer sur peu importe le critère. Pas-tant avec un taux de vacances de 10 ou 12%, c'est plus la même game. Là. C'est vraiment plus la même game. Là, il veut louer le logement. C'est exactement ça. Mais c'est là que ça te montre que je suis sûr que si je regarde les études, le contrôle des loyers augmente la discrimination sur des marges qui ne sont pas nécessairement, qui sont uniquement corrélées qu'en superficie avec des marges économiques, mais que si tu laissais, par exemple, aux gens la liberté de négocier le prix, tu aurais plus de variations dans les prix, certes, mais tu aurais aussi moins de discrimination parce que tu fais payer le coût. L'entrepreneur, moi, je veux vraiment un logement, puis je dis à l'autre, je suis prêt à te payer bien plus si tu me laisses le droit de fumer, bien plus que ce que toi, tu es prêt à me demander. Mais dans ce cas-là, toi, tu serais absolument ridicule de ne pas l'accepter. Moi, ce que je viens de te dire, c'est que je valorise beaucoup plus l'acte de fumer que toi, tu valorises la désutilité que j'impose à ton bâtiment. Donc, je t'offre une compensation plus que proportionnelle. Si l'échange se produit, les deux, on est mutuellement gagnants, par définition. Mais là, si tu empêches cette transaction-là en disant le prix doit être tel qu'il est affiché, bien dans ce cas-là, lui va dire, je sais que c'est un fumeur, je ne vais pas lui offrir ce service parce qu'il est fumeur, tout comme il pourrait le faire si j'avais un enfant ou j'avais un chien ou j'avais un chat. Donc, le pire dans tout ça, c'est que tu enlèves beaucoup de friction parce que si tu arrives et tu te dis, moi, j'ai des appartements non fumeurs, mais si tu acceptes de me payer 200$ par mois pour fumer, ben, j'accepte d'arrêter de te faire chier avec ça, mais éventuellement, ça enlève une tonne de friction parce que si tu arrives et tu te dis, ben, écoute, j'ai pas la possibilité d'avoir un appartement sans fumer maintenant, donc j'en veux un, je vais être capable de fumer dedans. Ben, je vais payer le prix qui est affiché, puis je vais fumer en cachette. Puis là, je vais avoir des plaintes de voisins, je vais avoir des lettres du propriétaire.
Peut-être même que ça va aller jusqu'à la régie du logement, peut-être même que je vais me faire expulser du logement, tout ça. C'est beaucoup de friction, c'est beaucoup de coûts également pour la société parce qu'on implique avocat, on implique cours municipal ou peu importe pour des affaires qui sont relativement banales. Là, c'est juste de fumer. Alors qu'en réalité, ben écoute, si tu as la liberté de pouvoir payer un petit peu plus cher pour avoir ce droit-là, puis tu es prêt à le payer, le problème est réglé, puis ça a coûté zéro à tout le monde. Là, je veux dire. Exactement. Exactement. Ajoute aussi le fait que tu peux construire plus facilement. Le propriétaire a presque plus de capacité de discriminer s'il y a de la concurrence de beaucoup d'autres propriétaires. Et en plus, il y a une marge de manœuvre pour créer plus d'espace, pour faire des choix qui s'ajustent à chacune des conditions. Tu en auras beaucoup moins de discrimination. Je ne dirais pas plus, dans le sens que ça disparaît, mais tu vas en avoir beaucoup moins. Ça te montre, puis ça revient à mon point, c'est la concurrence est vraiment essentielle dans la détermination d'à quel point les gens discriminent. Puis toutes les fois qu'on a des attaques, là, c'est toujours ah ouais, on sait bien, vous autres, puis votre main invisible de l'économie. Là, puis vous pensez que tous les problèmes se règlent d'eux-mêmes, puis blablabla. J'ai jamais dit ça, mais je ne nie. Mais c'est ridicule ceux qui disent ça, ça me fâche parce qu'ils vont choisir une sorte d'épouvantail où on dit tous les problèmes se règlent. Il n'y a aucun économiste qui dit ça. Ce qu'il dit, c'est que tu sous-estimes incroyablement la capacité du marché des gens, lorsqu'ils interagissent, de trouver des solutions qui sont efficaces relativement à l'autre producteur de solutions, nommément le gouvernement. Le marché est beaucoup plus en train de trouver des solutions, la société civile aussi, parce qu'il y a des boucles de rétroaction, parce que tu peux arriver avec ce qu'on appellerait une non-uniformisation du service. Tu peux avoir différentes variantes, tu peux avoir une plus grande diversité. Juste par vertu de ça, tu es presque sûr, dans plusieurs des conditions, à l'exception de quelques scénarios dans lesquels les économistes vont parler de ce qu'on appelle des failles de marché, là, tu es pas mal sûr que le marché va te dominer comme il faut. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Il n'y a aucun économiste qui dit « Oh, markets are perfect ». Il n'y en a aucun qui dit ça. Ce qu'ils disent, c'est « They pretty much beat the alternative ». Oui, mais ça, c'est le classique quand tu veux discréditer quelque chose, tu caricatures la position de l'autre. Mais l'histoire. Il va falloir passer au premier sujet, éventuellement. Oui, mais je trouve que c'est bon, l'affaire de Vincent sur ça nous ramène encore à l'histoire un peu des incitatifs. Là. Mais parce que moi, ça me fait rire parce que j'avais un ami que lui, il a vécu de la discrimination à l'accès au logement, mais c'est un peu inusité dans son cas. C'est que lui, il s'en allait étudier en musique à l'université. Et puis, les gens qui cherchaient un logement, pour rester pas trop loin de l'université. Et puis, il en a fait plusieurs là, avant d'en trouver un qui accepte d'y louer parce que, hey, tu vas jouer de la guitare à 11h30 le soir, toi, minuit le soir. Moi, je ne me tente pas d'avoir des plaintes de tout le monde dans le bloc. Ils disent, ouais, mais je ne suis pas complètement taré. Là. Je mets des écouteurs là, le soir. Puis juste ça a été compliqué. Là. C'est con là, ce que je raconte là, mais ça a été compliqué pour lui de trouver un appartement. Il a fallu qu'il aille dans un bloc où c'était spécifié comme insonorisation supérieure, puis avec des planchers de béton. Parce qu'un appart normal, quand les gens posaient des questions, qu'est-ce que tu viens faire? Un moment donné, il arrêtait de le dire. Finalement, il a trouvé un appartement qui était insonorisé. Il dit bon, ben, ça va bien faire, ça fait mon affaire, je vais pouvoir jouer et avoir la crise de paix. Mais il dit au début, quand les gens me disaient qu'est-ce que tu viens faire, je dis ben, je m'en vais à la musique à l'université. Ah ouais, musique de. Tu fais quoi? Ben, je joue de la guitare. J'ai pris, je fais mon bac en musique. Tout. Ouais, ah ouais. Puis là, ils te le disent pas trop, mais en gros, ils veulent pas te prendre. Le ouais, c'est non. Ouais, c'est ça. Le ouais, c'est non, mais c'est con. On pense pas à ce genre de truc-là. Mais lui, il a vécu ce genre de patente-là. Là. Moi, je te loue pas l'appartement parce que. Mais je suis sûr que s'il offrait, par exemple, de payer un peu plus ou pouvait inscrire dans le loyer certaines obligations avec des pénalités si elles ne sont pas rencontrées, que la personne aurait été tout à fait prête de. Ouais, genre. Donc, par exemple, pour chaque plainte, jusqu'à 5 plaintes, disons, tu payes 50 $. Tu peux avoir des contrats comme ça. Dans le temps, les gens oublient, mais il y a un économiste qui a fait ça, qui a remonté dans les vieux loyers à New York avant le contrôle des loyers qui avaient été postés, que les gens devaient enregistrer quand ils les enregistraient pendant une courte période. Je ne sais pas si c'est New York, mais pas important quelle ville, mais tu voyais qu'il y avait tellement de diverses formes de contrats différents, des clauses
vraiment très spécifique que tu peux te dire que tu ne peux pas généraliser une telle clause. C'était spécifique à une particulière personne. Puis c'était juste ça. Avec le contrôle des loyers, les contrats, les loyers se sont uniformisés. C'est rendu avec presque un one size fits all avec très peu de variance dans la forme des clauses, dans ce qui était impliqué. Donc, tu as perdu une sorte de diversité d'arrangements qui était disponible. Et donc, par définition, s'il y avait autant d'arrangements avant, ça veut dire que les gens s'ajustaient selon toutes les marges possibles pour agencer la valeur de l'échange pour les deux parties, pour que les deux en retirent le plus possible. En enlevant ça, tu as donné t'as ajouté des rigidités au marché qui le fait fonctionner beaucoup moins bien. Est-ce que tu penses que ça a un impact, là? Par exemple, comme je pense au Québec, c'est quoi? C'est le règlement qui interdit aux propriétaires de demander un dépôt, par exemple, ou ce genre de choses-là. Ouais, je sais qu'ailleurs, ça se fait beaucoup ailleurs. Hein? Ben, je pense que oui, parce que ça veut dire que tu as un risque que tu assumes comme propriétaire. Je pense qu'en fait, les réglementations que je suis à face value, je dirais qu'ils ont une justification. C'est les délais de notification. Oui. Donc, tu n'as pas le droit de terminer un bail, demander à la personne de quitter relativement rapidement. Mais je ne crois pas nécessairement, par contre, que tu as besoin de le spécifier parce que les gens le spécifiaient déjà avant le contrôle des loyers et la régie du bâtiment. Les gens ne sont pas niaiseux. Il ne faut pas penser que l'être humain est une créature stupide en l'absence du gouvernement. Mais mettons que juste pour la cause, tu dis tu dois donner un délai de notification d'au minimum 4 mois et tu ne peux pas expulser une personne en hiver, disons. Ouais. À part quelques réglementations de ce genre-là, la plupart des autres réglementations ont des effets pervers très subtils qui, peut-être au net, n'améliorent pas les choses. Mais ceci dit, il y a un truc que j'aimerais bien souligner, c'est qu'au Québec, en dépit de tout ce que je peux dire de mal de la régie du logement et de la régie du bâtiment, c'est qu'on est vraiment moins pire que les Américains. Sur la partie de la construction puis de l'immobilier, de l'accès au logement, donc de rendre le marché du logement au Québec est incroyablement compétitif relativement à ce que, pas dire que je trouve qu'il ne pourrait pas être plus compétitif, mais relativement à ce que j'observe aux États-Unis. C'est incroyable comment c'est facile d'ajouter des unités au Québec, comment le contrôle des loyers n'est pas si sévère que ça. Ça, quand tu dis ça, c'est-tu les États-Unis ou certains États? OK, ouais, excuse-moi, tu as raison, tu as vraiment raison. Certaines portions des États-Unis. Notamment, par exemple, la Californie, New York. En fait, sur les 10 grandes villes, il y a peut-être 2 exceptions. C'est celle au Texas, celle en Floride, si je ne m'abuse, qui ont des vraiment bas taux de réglementation. Puis, en fait, je souligne souvent à la gauche au Québec que les réglementations sur le logement déterminent la plus grande partie de l'augmentation des inégalités. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les villes, c'est des endroits hyper productifs. Les gens veulent se déplacer vers les endroits hyper productifs parce que les salaires sont plus élevés. Mais là, ça veut dire que la demande de logement augmente. Si tu restreins l'offre de logement dans les villes, ce qui va se produire, c'est que toute la valeur de la productivité additionnelle d'une ville se retrouve capitalisée dans la valeur que les logements ont. Donc, c'est seulement ceux qui étaient là avant un boom de productivité dans une ville qui vont gagner. Ceux qui viennent vont avoir des miettes ou vont avoir presque aucun gain à toute fin pratique parce que ça se retrouve à être capitalisé. Et ceux qui viennent et qui peut-être bénéficient après l'augmentation de la demande, c'est parce qu'ils doivent s'attendre à ce qu'il y ait une autre augmentation de la demande qui se produit parce que la ville continue d'être de plus en plus productive. Mais au final, ce que ça veut dire, c'est que tu bloques l'accès aux villes pour les gens qui sont les plus pauvres. Et c'est un peu comme si tu faisais, comme quand on parlait de l'immigration au dernier podcast, tu forces les gens à rester dans des régions où ils ne sont pas embauchés à la plus grande valeur de ce qu'ils pouvaient produire, alors qu'ils voudraient aller en ville, mais c'est juste que le logement est trop cher. Si tu déréglementes le logement, l'effet que tu as, c'est que tu rends les endroits à haute productivité hyper accessibles aux gens qui sont dans des endroits à faible productivité. Parce qu'on n'est pas tous... on peut comprendre qu'à New York, par exemple, qui est une île, a plus de difficultés à augmenter le nombre de loyers, par exemple, mais ce n'est pas toutes des New York, là. Non. Écoute, je m'excuse, mais ça, je refuse même cette hypothèse-là parce que le logement, premièrement, ce n'est pas exactement un truc qui est fixe. Les gens pensent que la quantité de terre est limitée. Elle l'est. Mais ce n'est pas le fait que la quantité de terre est limitée, c'est est-ce qu'il y a une possibilité de rentrer sur le marché? Dès que tu as la menace d'entrer,
Donc, par exemple, si, mettons, tu augmentes trop les loyers, quelqu'un va construire en hauteur, quelqu'un va offrir sur d'autres dimensions, quelqu'un va ouvrir des banlieues à côté. Tu peux avoir une ouverture de compétition sur d'autres marges. Donc, dans ce cas-là, le niveau des prix va être plus élevé, mais parce que c'est juste à l'intérieur d'une certaine marge, les gens vont être prêts à prêter aux individus pour qu'ils aient accès au logement, parce que tout ce que ça reflète, c'est une question de rareté, en effet, mais ça ne va pas rendre la ville de plus en plus inaccessible à travers le temps. Au contraire, ça veut juste dire qu'elle est un peu contrainte dans sa capacité de croître, mais elle ne va pas créer des inégalités dans ce cas-ci parce qu'elle ne peut juste pas croître davantage. Mais dès que le gain de productivité est assez élevé, les gens vont rentrer et il y a d'autres logements qui vont s'ajouter. Les limitations à la construction de logements, puis ça devient de plus en plus apprécié chez les économistes. Il y en a un papier qui est sorti récemment, il dit à peu près que la moitié de l'augmentation des inégalités aux États-Unis depuis 1980, c'est attribuable au fait que 3 États, la Californie, New York et le Massachusetts, ont rendu la construction tellement pénible que ces endroits à haute productivité ne sont pas accessibles pour les gens ailleurs au pays. Donc, tu augmentes les inégalités en conséquence parce que tu rends les endroits à haut salaire inaccessibles pour les gens. Parce qu'au final, tu déplaces quelqu'un. Tu mets la faute plus en équivalent québécois, là, sur la régie du bâtiment que celle du logement, dans le fond. En partie, je te dirais oui, parce qu'on limite tellement les manières de construire que ça devient un peu ridicule. Au final, en même temps, quand les gens disent, ben là, ils pourraient construire n'importe quoi, il y a une solution très simple. Tu assignes toute la liabilité, je ne sais pas comment dire ça en français, le liability. Responsabilité. Toute la responsabilité est assumée à 100%. Si tu penses vraiment que c'est un problème, tu n'as pas besoin de réglementer, tu imposes aux constructeurs les fardeaux de ses erreurs. Ouais. Tu fais ça, puis tu as réglé le problème. Ça revient à ce que tu as dit il y a quelques podcasts, Vincent, quand tu parlais des études sur la confiance que les gens se prêtent là, selon le lieu géographique ou la nationalité. Mais ici, on a un peu, on dirait, cette mentalité-là, que de penser que, par exemple, si le propriétaire m'exige un dépôt pour toutes sortes de raisons qui est propre, ben c'est sûr qu'il va me crosser et que je ne reverrai pas mon argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, en fait, c'est une bonne affaire que le gouvernement interdise ce genre de pratique-là, parce que c'est sûr que si on le permet, il y en a qui vont arnaquer les autres. Ben ça part tout le temps de l'idée que un économiste ou quelqu'un qui a une pensée un peu plus libérale comme nous sait qu'un contrat ou un échange ou une transaction rend les deux parties gagnantes. Alors que quand tu parles à quelqu'un d'un peu plus de gauche, tout contrat comprend un exploité et un exploiteur. Puis ça, cette différence-là, je pense, c'est la chose qui caractérise le plus le schisme qu'on a au Québec dans la façon de penser de plusieurs personnes versus d'autres. Si on veut vraiment faire deux groupes, là, d'une manière bien simpliste, là, moi, j'ai l'impression que ces deux groupes-là, c'est une division qui est claire, nette et précise. Puis, il y a à peu près juste 15 à 20 des gens qui pensent qu'une transaction fait en sorte que les deux parties sont gagnantes. Pas plus que ça. C'est basé sur rien, ce que je dis, c'est de l'expérience personnelle, mais j'ai vraiment l'impression que c'est l'ordre de grandeur dans lequel on vit au Québec. Ton instinct je ne suis pas sûr sur les proportions. Okay? Je ne suis pas convaincu de tes proportions, puis je ne suis peut-être pas aussi pessimiste que j'aurais aimé ça que tu dises optimiste. Pendant une seconde, j'y ai pensé, mais je me suis dit, non, je suis en fait, comme je dis à mes collègues, I'm a cheerful cynic. Je suis toujours en train de rire, mais je ne suis pas très optimiste pour plusieurs choses. Mais ceci dit, l'aspect confiance interpersonnelle, il y a quelqu'un qui m'a donné une histoire et je la trouve vraiment hot. C'est un économiste qui a été en URSS juste après l'effondrement de l'URSS. Et il avait réservé un hôtel pour une conférence. Maintenant, ici, si moi, je réservais un hôtel pour une conférence et quelqu'un arrivait après moi et offrait un peu plus que ce que j'ai offert, qui vraiment pense que l'hôtel accepterait de prendre la petite augmentation, disons, de 2 ou 3 pour cette raison-là? Juste pour le 2 ou 3 gérer un conflit pour 3 de plus, non, ça ne me tente pas.
Non, mais aussi probablement que Réputation, puis tout ça. réputation, mais ça, il n'y a pas vraiment de raison. Pense-y, est-ce que vraiment les gens vont poursuivre l'hôtel pour la différence? Est-ce que vraiment une campagne média va avoir un si gros Ah effet non, négatif? c'est juste, j'ai pas le goût de te parler au téléphone pour t'annoncer que tu n'as plus ta chambre. Mais, peut-être, mais peut-être c'est même pas assez. Mais dans ce cas-ci, on le fait quand même de pas briser le contrat, même si on se fait offrir un petit peu plus après. Et la raison, c'est que les normes qu'on a, qui émergent par l'échange répété, c'est une manière de se gouverner. Donc, c'est pas juste que le gouvernement produit de la gouvernance, il y a d'autres manières de produire de la gouvernance. Les normes sociales qu'on a, la politesse, la réputation, les associations de marchands, la concurrence, ce sont des manières de se gouverner, d'agir, de réduire notre opportunisme à toute fin pratique, d'augmenter le coût d'agir de manière opportuniste. Et l'histoire que cet économiste m'a contée, c'était qu'en URSS, lui avait organisé une conférence et le propriétaire de l'hôtel l'a rappelé 2 jours après pour lui dire il y a quelqu'un qui est arrivé, il m'a offert 10% de plus, je t'ai bumpé. Ah. Mais j'ai pas de réponse à ça. Mais Oleg a décidé qu'il y avait quelqu'un qui avait un meilleur prix que toi. ça sonne comme ça. Il disait qu'après les faits, il s'est posé la question s'il était en train d'essayer de négocier quelque chose de plus pour voir s'il voulait matcher, mais il était tellement imbriqué dans la mentalité de l'Occident, donc dans l'espèce d'idée que les normes sont importantes, qu'il y a cette norme de confiance interpersonnelle, que tu ne brises pas qu'un contrat, même s'il est non écrit, doit être respecté, puis qu'il y a une sorte de petite voix dans le fond de ta tête qui dit de le respecter. D'ailleurs, ça, les gens ne savent pas ça, mais Adam Smith en parle, c'est l'observateur impartial d'Adam Smith, que les gens oublient de mentionner quand il parle de la main visible, parce que ça serait bien trop difficile de faire la nuance de ce que Smith disait. Non, ce serait bien trop dur. Mais que cette petite voix-là te gouverne à toute fin pratique dans le fond de ta tête. Il n'était tellement pas capable de concevoir que quelqu'un ne faisait pas ça qu'il n'a pas imaginé toute la manière que l'autre personne était en train de réfléchir. Mais là, ce que ça te montre, c'est à quel point c'est important ces espèces de mécanismes informels à la gouvernance de la société. Parce que c'est infiniment moins coûteux socialement de dépendre de normes sociales, de dépendre de réputation, de dépendre de mécanismes qui sont vraiment individuels ou communautaires que de celui du gouvernement. Parce que le gouvernement, il faut qu'il fasse un gros investissement en termes de coût fixe initial. Il faut qu'il l'uniformise pour que lui soit capable de comprendre ce qu'il réglemente et comment enforce, c'est quoi en français le enforcement? Ça serait de faire respecter ses propres règles. Donc, il faut qu'il soit capable de rendre ça lisible pour lui en termes d'enforcement. Ça devient difficile pour lui. C'est là que souvent nos sociétés échouent totalement. Je veux dire, quand tu arrives et tu regardes l'ensemble de règles qui régit tous les aspects de notre vie, maintenant tu vas te dire, OK, il y a combien de gens autour qui enfreignent ces règles-là régulièrement ou souvent. Puis la norme sociale devient mais si je ne me fais pas prendre, c'est pas grave. Moi, je le vis en assurance souvent quand je pose des questions de santé aux gens. Je les pose moins à cette heure. Rudy le fait pour moi maintenant. Mais avant, tu arrives, tu dis, écoute, est-ce que tu es fumeur ou non-fumeur? Là, réponse, non. OK. Là, je veux juste qu'on comprenne bien la question. Fumeur, ce que ça implique, c'est que tu as fumé une cigarette dans les 12 derniers mois. Puis là, souvent, le fumeur social va te regarder. Comment il va faire pour le savoir? Non, tu ne comprends pas. Est-ce que tu es fumeur ou non fumeur? Réponds à la bonne question. Le but, ce n'est pas d'acheter un contrat d'assurance. Le but, c'est de te faire payer en réclamation de décès. Oui, mais comment il fait pour savoir que j'ai fumé il y a 6 mois? C'est pas ça la question. Mais tu vois qu'on finit la journée qu'il y a trop de règles, trop de règlements, puis que c'est justement, on s'est respecté à moitié d'un bord et de l'autre parce que de toute façon, les forces de l'ordre ne les font pas respecter ou les tribunaux ne les font pas respecter parce que les délais sont trop longs, peu importe. Tu viens dans un mood où est-ce que les gens sont comme OK, je ne suis pas en train de faire un contrat de bonne foi ou peu importe. C'est vraiment est-ce que je vais me faire prendre ou pas? C'est la même affaire avec l'impôt. On a eu le débat avec les crypto-monnaies et l'impôt. Les gens sont là, les bitcoins, t'investis là-dedans, c'est le fun, tu es à l'abri de l'impôt. Non! La loi de l'impôt, c'est quelque chose qui est
fait de manière volontaire, donc techniquement, si tu fais un gain en capital, que ce soit des cryptos, que ce soit des actions, peu importe, si tu as fait un gain de capital, tu dois le déclarer volontairement. Bon, est-ce que Bitcoin t'envoie un relevé T5008 pour ton gain de capital? Ben non, tu ne recevras pas de T5008. Sauf que techniquement, tu devrais le déclarer. Ouais, mais pourquoi je le déclarer? Je ne me ferais pas pogner. mais en fait, c'est tout ça, là, tu sais. Tantôt que j'ai fait une petite joke à propos d'Adam Smith là, puis l'observateur impartial. Les gens comprennent, il y a un truc qui est vraiment important, puis ça, la gauche, ça les écœure. Parce que quand ils lisent Adam Smith comme il faut, j'ai déjà eu un collègue gauchiste que quand je lui ai expliqué la lecture des 2 grands livres d'Adam Smith, parce que les gens pensent qu'il y a juste La richesse des nations, il y en a un autre qui s'appelle La théorie des sentiments moraux. Et dans la théorie des sentiments moraux, si je me souviens bien, Adam Smith utilise le mot main invisible. Mais lui, ce qu'il dit, et c'est vraiment beau comme concept, c'est que notre empathie dérive de notre égoïsme. Pour servir mon propre intérêt personnel, je dois être capable d'imaginer ce que toi, tu as besoin. Donc, je dois non seulement me concevoir, et ça, il y a une phrase à la suite, c'est « I don't only seek to be lovely, I only seek to be loved, I also seek to be lovely. » C'est-à-dire que je m'observe non seulement moi dans mon bien-être, mais je m'observe mon bien-être à travers tes yeux. Et ça veut dire que mon utilité est liée à la tienne par l'échange. Je suis conscient que je dois échanger, mais en même temps, Smith mentionne constamment qu'on a cette espèce de petite tentation opportuniste où est-ce qu'on veut toujours tricher. Et c'est là qu'il y a un petit bonhomme qui arrive dans le fond de ta tête, qui est l'observateur impartial, qui te dit qu'il faut que tu te rappelles qu'il y a peut-être quelqu'un, quelque part, d'une quelconque façon, qui te regarde. Et que lui va t'empêcher de faire des échanges parce qu'il va te punir dans ça. Et c'est là que cette espèce de nécessité de gouvernance, où est-ce qu'on doit garder en contrôle l'aspect opportuniste des caractéristiques humaines, c'est des mécanismes de gouvernance privée, la réputation, la famille, la communauté. Tous ces mécanismes-là sont excessivement peu coûteux à utiliser, mais sont coûteux à développer parce qu'ils émergent organiquement, il y a de l'expérimentation, on joue avec à la marge, on l'améliore constamment. Mais ça, c'est ça qui fait que la main invisible fonctionne. C'est ça que je souligne tout le temps aux gens, c'est que par définition, notre égoïsme est uniquement l'envers de la médaille de notre empathie. Écoute, je vais conter une histoire par rapport à ça. Ben, si les gens trouvent que ça ne fait pas le lien, dites-vous juste que je suis bizarre, puis c'est pas grave. On est trop bizarre, hein? Je faisais Monopoly, c'est quand même un jeu le fun, mal compris par beaucoup de gens, on s'entend. La game de Monopoly, c'est pas de rouler des dés et d'acheter des propriétés, c'est de négocier. C'est un jeu de négociation. Puis mes enfants ont vieilli, fait que là, j'ai du fun à jouer au Monopoly avec eux autres. Puis je me fais un devoir de leur donner des leçons économiques en même temps. Tu sais, je veux pas que ça devienne des parfaits imbéciles. Fait que je me sers de ce jeu-là pour faire de quoi. Mais on avait eu un argument une fois, moi puis ma femme, avec les enfants, puis c'était épique, dans le sens que bon, mon fils était un peu cassé, il n'avait pas beaucoup d'argent, il restait peut-être genre 100$. Puis là, il tombe sur une case rouge, là, puis cette carte-là, c'était la seule rouge qui restait. Je voyais que mon autre fils avait les 2 autres rouges. Fait que lui serait intéressé éventuellement à trader pour cette carte-là. Puis moi, j'avais du cash. Fait qu'il fallait qu'il l'achète, je ne me rappelle plus, peut-être 300$, ou je vais à peu près, là. 300$ pour la case rouge. J'arrive, j'ai dit, là, il dit, je peux pas, je passe, je ne l'achète pas. Puis là, c'était à mon tour de jouer après. J'ai dit, attends un peu. J'ai dit, Isaac, j'ai dit, je te donne 500$ pour que tu l'achètes. Mais tu me la donnes tout de suite après. Là, ma blonde, elle me regarde. Qu'est-ce que tu fais là? Je dis, quoi, qu'est-ce que je fais là? Elle dit, t'as pas le droit de faire ça. De quoi tu parles, pas le droit de faire ça? J'ai dit, elle vaut 300, je lui donne 500. Je dis, je suis pas en train de fourrer mon fils. Ben oui, tu es en train de le fourrer. Ben non, il finit avec 200$ dans ses poches de plus. Elle dit, là, à part, ça n'a pas d'allure. Tu essaies de profiter de tes enfants pour gagner un jeu. Puis là, à part, là, wow. Je dis, là, time out. C'est pas de même que ça marche la vie. Là. On va t'expliquer 2-3 patentes. Là. J'ai dit, lui, là, il dit, dans sa situation, il décide, il a l'opportunité de l'acheter, il ne l'achète pas, il décide de passer son tour. Je lui offre une meilleure alternative. Il ne finit pas plus avec la carte, mais il finit avec 200$ de plus dans ses poches. Là, tu es en train de me dire que j'essaie d'exploiter mon enfant. Elle dit, je sais ce que tu veux faire. Tu veux prendre la carte puis l'échanger à Jacob après, puis
puis tu vas essayer de crosser ton autre fils. Là, j'arrive, j'ai dit, Jacob, là, s'il y a de quoi à apprendre présentement, là, c'est qu'il faudrait peut-être qu'il donne plus que 500$ à Isaac pour l'acheter la carte. Là, mon Flo, il arrive, il le regarde, il dit, écoute, il dit, Isaac, je te donne 600$. J'ai dit, that's it. J'ai dit, that's it. J'ai dit, elle s'est mise à bouder, là, elle n'était pas contente. Puis là, ça a viré en argument. C'était épique, là, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai du fun en disant de même. Mais là, j'ai dit, tu sais, si t'es pas contente, t'as rien à te donner 700. Ben là, je ne donnerai pas 700 pour une carte qui en vaut 300. Ben, c'est ça. J'ai dit, Jacob. Mais là, tu sais, tout le temps là, elle, dans sa tête, elle disait, mon observateur invisible, que j'avais pas d'allure comme père de famille, d'exploiter mon enfant comme ça pour gagner un jeu. Puis, by the way, je la bats tout le temps. Non, pas tout le temps, mais bon. Elle me bat pas. Ça, c'est ce qui est le plus important. Mais elle, dans sa tête, c'était genre des tactiques. Je profitais de l'amour paternel pour aller exploiter mes enfants, alors qu'en réalité, il n'y a rien de ça là-dedans. C'était des leçons d'économie. Puis oui, je veux gagner, fait que je tenais mon bout. Puis honnêtement, je n'avais pas le goût de donner plus que 500 pour ça, parce que là, je ne trouvais plus que ça valait la peine. Puis la journée que l'autre il décide d'embarquer à 600, j'ai fait, 1, leçon économique apprise. 2, j'ai vraiment pas exploité mes enfants. C'est pas vrai que j'ai utilisé l'amour paternel, puis que j'ai dévié de mon observateur. Moi, de mon côté, j'étais clean dans ce que je faisais. Sauf que quand tu arrives, tu regardes ça, tu te dis, la plupart des gens qui jouent au Monopoly, cette transaction-là, ils n'y auraient même pas pensé. Alors qu'en réalité... je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Ou peut-être pas, mais tu vois, le réflexe premier, c'est de dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Comment c'est pas le droit de faire ça? Il n'y a pas de règle, 1, qui nous empêche de le faire. Puis 2, est où l'autorité suprême? Là? Je veux dire, le livre de règlement de Monopoly, c'est une page. Là. OK? Il n'y aura pas le tribunal. C'est parfait ce que tu dis parce que le nombre de fois que je suis sûr qu'au moins, mettons, 10 de nos auditeurs ont déjà joué à des jeux de société où, parce qu'ils jouaient avec certaines personnes qui étaient importantes pour eux, ils ont changé un peu les règles pour justement rendre ça plus plaisant. Donc, par exemple, souvent, moi, je joue souvent avec ma conjointe à Ticket to Ride, qui est un jeu où tu construis des voies ferrées. Super le fun, super le fun. C'est un beau jeu de société. Ouais. Les aventuriers du rail pour les francophones. Oui, c'est ça. Donc, merci Frank. Merci PKP. Quand il te reste juste en français, s'il vous plaît. Quand il te reste juste 2 trains, tu déclenches le dernier tour. Mais souvent, par exemple, tu ne devrais pas avoir à dire écoute, si je joue maintenant, as-tu besoin d'un autre tour? Donc, fréquemment, moi, je demande est-ce que tu as besoin d'un autre tour pour finir au moins un de tes trucs? C'est pas dans les règles, mais on a ajusté un peu les normes du jeu pour représenter qu'on n'est pas en train de jouer compétitif, on est en train de jouer en amoureux. On est en train de jouer en membre d'un couple. Là, mais tu sais, tu veux pas non plus. Non, mais regarde. Vous êtes soft comme couple. Mais attends. Hey, arrête, voilà, c'est pas important. Non. Laisse faire, Yann. Mais regarde comment les règles ont changé en fonction de l'échange en particulier. Ça te montre à quel point toutes ces normes de gouvernance-là qu'on émerge, qui sont privées, mais qui sont adaptées chacune à l'échange qu'elles cherchent à gouverner, comment est-ce que tu te retrouves à un ensemble absolument pas uniforme de règles, mais quand même un ensemble qui est optimal, où tout le monde trouve la situation supérieure parce que tu as pu t'ajuster, tu as pu créer de la flexibilité. Tout le monde a déjà fait quelque chose comme ça, où ils ont un peu tweaké les règles pour que le jeu continue une période de plus, pour que l'autre personne ne se fâche pas, pour qu'on aille un peu plus de fun. Pour ne pas dormir sur le divan ce soir. Pour ne pas dormir sur le divan. J'ai passé proche de dormir sur le divan une fois à Ticket to Ride. J'avais clairement ligué mes enfants contre ma blonde. OK, mais dans ce cas-là, Yann a juste un autre type d'échange que d'autres personnes. Yann dérive beaucoup trop d'utilité de gosser sa blonde. Pas moi. Moi, ça ne me fait pas énormément plaisir de gosser ma blonde. Mais dans ce cas-ci, il remarquera qu'on a 2 sets de règles qui sont différents. Le set qui est optimal pour Yann et Annick n'est pas celui qui est optimal pour Vincent et Alexandra. On va dire que tu n'as pas 2 enfants aussi qui te trouvent drôle. Moi, les gars me trouvaient vraiment drôle. Moi, il n'y a personne qui me trouve drôle. Mes jokes sont trop des jokes de papa. Là. Ça fait 25 ans que je fais Ils sont affreuses, tes jokes. Sérieusement, man. Sérieux. Ben écoute, j'en ai une pour ceux qui parlent anglais. Celle-là, tu vas la rire. Mais sais-tu pourquoi les libertariens n'aiment pas les knock-knock jokes?
Parce que dès que tu fais knock-knock, ils te répondent get a warrant. Tu peux jamais finir la joke. C'est là que je prends le micro, je le laisse tomber à terre et je m'en vais. Ah non, ben, tu dois le voir, François. Depuis qu'on a rentré Vincent dans le podcast, c'est l'algorithme Facebook à cette heure. Aussitôt que Vincent parle, il met ses affaires en premier plan là, parce qu'on se parle un peu plus fréquemment qu'avant. Puis, fait que là, toutes ces jokes plates, je les ai d'en face à tous les jours.